Moi, en fait, je cherche pas le succès, je cherche vraiment plus la liberté. J'ai le plaisir d'accueillir une amie à moi, Laura, que j'ai rencontrée l'année dernière. J'entends tellement de gens dire en e-commerce, ouais, j'ai fait 1 million en 3 jours, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Moi, personnellement, pour faire mon premier million, ça a pris 2 ans. Ça a l'air vraiment ouf en termes de business, etc. Parce qu'au final, tu fais toutes les facettes. Enfin, il y a trop de choses et quand tu maîtrises toutes ces compétences-là, tu peux tout faire au final après. Ouais. Mais je me rends pas du tout compte de comment ça marche. 2017-2018, on a commencé à investir dans l'immobilier en France. Aujourd'hui, on cumule presque une centaine de lots. Pour démarrer, on a acheté des immeubles de rapport de 3-4 appartes. Après, on a acheté des immeubles de rapport d'une dizaine d'appartements. Donc voilà, ça va vite. Je préfère toujours aider les gens dans quelque chose que j'ai déjà excellé et tant qu'à faire plusieurs fois, c'est mieux. Comme ça, au moins, je suis sûre de pouvoir leur apporter quelque chose et qu'ils aient du résultat. Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Allo Girl Boss. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle invitée parce qu'on reprend les interviews et j'ai le plaisir d'accueillir une amie à moi, Laura, que j'ai rencontrée l'année dernière à Dubaï. Et je me suis dit que clairement, il fallait que je l'invite sur le podcast. Pourquoi ? Parce que Laura, elle est passée de salariée à entrepreneuse à succès. Elle a, avec son conjoint, une centaine de biens immobiliers. Aujourd'hui, Laura est une entrepreneuse à succès et elle accompagne les personnes à se lancer à leur tour dans l'e-commerce. Donc, je voulais lui poser tout plein de questions sur ses investissements, sur comment elle a pu se lancer dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, comment elle gère ses journées, le mindset derrière tout ça. Et franchement, cet épisode, c'est une bombe. J'ai adoré échanger avec elle parce que même moi, j'ai appris beaucoup de choses. Et en fait, vraiment, le fil rouge de cet épisode, c'est il vaut mieux faire et partir de zéro. Et c'est ce qu'elle va nous expliquer dans la suite de cet épisode. Hello Laura. Salut Justine. Bienvenue dans le podcast. Je suis trop contente de te recevoir. Moi, je suis très contente aussi d'avoir été invitée dans ton beau podcast. Trop cool. Je voulais vraiment avoir ton profil sur le podcast parce que je pense que tu peux nous partager plein de choses. On a beaucoup de femmes qui nous écoutent et j'ai envie que tu nous partages un petit peu, tu vois, tout ton quotidien de CEO aujourd'hui, ta routine, tes conseils, les erreurs que tu as faites. Mais avant tout, est-ce que tu pourrais me décrire, parce que je pense qu'on va parler de ton parcours pour commencer. Est-ce que tu peux me décrire ton enfance, comment tu as grandi et en fait le cheminement jusqu'à ce que tu te lances en tant qu'entrepreneuse? Oui, bien sûr. Alors, j'ai grandi dans une toute petite ville du nord de la France, donc c'était pas Paris, c'était pas Nice ou Cannes, c'était une petite ville limite en bordure de campagne, où enfance très modeste. Très modeste et en fait j'avais envie de plus, j'avais envie je rêvais des grandes villes, de voyager, de bouger. Ouais. Okay. Quand j'étais petite, je voyageais pas du tout. Je faisais pas de choses un peu what the fuck. Du coup, je me suis dit plus tard, je vais dans ma famille, ils me disaient passe tes diplômes et après tu pourras faire déjà plus de choses. Donc, comme tout le monde, je suis rentrée dans les petites cases et du coup, j'ai passé mes diplômes universitaires en qualité logistique. Donc, qualité, c'est tout ce qui est faire des process et des procédures pour justement dans les grosses boîtes comme L'Oréal, Airbus, PSA, puissent tourner, on va dire, presque toute seule avec des milliers et des milliers d'employés et que ça se passe très bien, ça tourne comme une horloge. Et puis la logistique, j'ai l'habitude de faire aussi les plannings de production, comme par exemple tout ce qui est chez Airbus, ils fabriquaient les moteurs d'avion. Et dans les moteurs d'avion, du coup, il pouvait y avoir une ligne de production sur presque 100 machines et du coup, je devais organiser ça. Quelle pièce doit arriver à quelle machine à quel moment, quelle personne doit être là à tel moment. Donc voilà, toute une organisation, une logistique qui coûte cher. Donc fallait pas se tromper. Ok, mais tu sais, déjà, ça m'a fait un peu un tilt parce que moi, j'étais comme toi. Je rêvais de partir dans des grandes villes où il y a des buildings et tout, de changer. Et pareil, j'étais dans la boîte, dans le parcours, tu vois. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait justement que tu as changé et que tu es partie en dehors de ce cadre-là ? Alors, j'ai eu un premier CDI, du coup, je vais revenir un peu avant, j'avais fait mon alternance, mes études chez PSA. Okay. Après PSA, je suis partie dans presque le sud de la France, du côté de Toulouse, où j'étais en CDI chez Airbus. Ça ne me convenait pas.
J'avais des collègues qui n'étaient pas terribles. J'ai enlevé des coups de couteau dans le dos à foison. À ce point. Ouais, à ce point. Donc, à partir de là, du coup, je me suis dit, vas-y, c'est peut-être pas le bon endroit. L'herbe est peut-être plus verte ailleurs, on ne sait jamais. Donc, je me suis dit, je vais chercher un autre CDI parce que si ça vient de l'endroit, du coup, en changeant, l'herbe est plus verte ailleurs, ça devrait aller mieux. Donc, j'ai trouvé un CDI C'était une entreprise qui fabrique des machines médicales dans le sud de la France, là, le vrai sud à Montpellier. Okay. Et là, je n'étais pas payé le montant que je souhaitais. Je n'avais pas su négocier mon salaire. Donc, j'avais le plus petit salaire et c'était une ville qui coûtait encore plus cher que là où j'étais avant. Donc, plus petit salaire et coût de la vie plus cher a fait qu'au bout de quelques mois, j'ai essayé de renégocier mon salaire. Mais là, grosse erreur, il faut le négocier au départ, sinon après, c'est mort. Donc là, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais chercher un autre CDI. Et puis, je vais voir ce que ça dit et je vais négocier mon salaire direct de base pour voir que, justement, je puisse démarrer avec quelque chose de sympa. Je vais donner quand même quelques chiffres. À Montpellier, du coup, j'étais de l'ordre de 1 300 € net. Donc, c'est vraiment très faible. Okay. C'est même moins que le SMIC aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais. C'était moins que le SMIC à aujourd'hui. Et du coup, pour une ville où les loyers sont plus chers, c'est une ville qui est plus chère en France, clairement, c'était pas ouf. Donc, j'ai cherché ailleurs. Et là, j'ai trouvé chez L'Oréal. Je me suis dit, waouh, c'est génial. J'arrive chez L'Oréal. C'était en Normandie. Et là, j'avais négocié quelque chose qui était... j'avais quasiment 2 000 € net. Okay. Juste en changeant de travail, j'avais fait plus 700 en direct. Je me suis dit, c'est dingue, j'aurais dû le faire avant. Donc, première leçon de vie, il faut apprendre à négocier direct. Ok. Mais tu vois, c'est trop drôle parce que moi, j'ai pas eu ce monde-là du salariat. Et j'ai l'impression que toi, t'es passée par beaucoup de contrats au final. Ouais. Avant de te dire... Ouais, le premier CDI, je suis restée 1 an et demi. Ok. Le deuxième à Montpellier, je suis restée que 6 mois. Ok. Et après, sur L'Oréal, je suis restée 6 mois. Je vais t'expliquer pourquoi. Là, j'ai eu le déclic. Ok, raconte-nous tout ça. Donc, j'arrive en Normandie. Les déménagements, ça me connaît. Au bout d'un moment, on avait beaucoup déménagé du coup avec mon associé. Et puis aussi mon associé dans la vie pro comme dans la vie perso. Donc, on arrive en Normandie, etc. La première semaine, tout se passe bien. Les gens montent leur plus beau appartement témoin. Tout va bien. J'ai eu le salaire, entre guillemets, de salarié que je voulais. Donc, j'étais contente. Et en fait, au bout de quelques semaines, là, j'avais les collègues qui se livraient un peu plus. Donc, des collègues qui avaient 25, 26 ans, qui faisaient des AVC au travail. Mais toi, t'avais quel âge, là ? Là, j'avais 23 ans. 23, ok. J'avais 23. Ils faisaient des AVC ? Ouais. Ils faisaient des AVC au travail. Il s'était prouvé que c'était à cause du stress sur le lieu de travail qu'ils faisaient ça. Et il y en avait plusieurs. Il y en avait notamment 3 qui avaient entre 26 ans et 30 ans qui avaient fait des AVC. Donc là, je me suis dit, ah ouais, où est-ce que je suis arrivée ? Où est-ce que je suis retombée ? En fait, si je continue ici, je vais peut-être tomber malade, etc. Donc au départ, je n'avais pas encore eu ce stress, etc. Et en fait, au fur et à mesure des jours qui passaient, des semaines, j'avais une supérieure qui mettait la pression, qui commençait à insulter tout le monde, carrément à ce point-là, comme une dingo. Et en fait, les gens qui étaient stressés, des gens qui pleuraient 3 fois par jour devant tout le monde, je me suis dit, mais où est-ce que je suis arrivée, quoi ? Okay. Mais c'est quoi qui faisait ça ? C'était que les KPI ou ce que l'entreprise attendait de vous, c'était trop élevé ? Ou c'était une pression permanente qui était mise pour pas forcément... Alors pour moi, c'était pas trop élevé. Je pense que c'était le fait qu'ils n'arrivaient pas à exprimer exactement le résultat attendu. Okay. Et ils demandaient à plusieurs personnes des choses et aucune personne ne rendait le travail précis que les supérieurs s'attendaient. Donc pour moi, je pense que les procédures étaient mal faites et qu'il y avait un problème de communication du coup entre les cadres plus et on va dire les cadres en dessous, parce qu'on avait quand même des postes à responsabilité. On n'était pas à l'usine, on était dans les bureaux, on faisait les plannings, etc. Et en fait, ce qui se passait, c'était que personne n'était heureux. Les gens pleuraient 3-4 fois par jour, tous les jours. Et j'avais même une collègue qui m'avait dit qu'elle pleurait tous les soirs dans les bras de son mari. Donc en fait, j'ai commencé à bien stresser et je me suis dit, soit je reste ici et je vais finir par me suicider, ça c'est clair, ou soit en fait, je me lance à mon compte. Et là, j'ai réfléchi même pas une nuit et je me suis dit, allez, je pose ma démission et c'est décidé en fait. Ok. Mais
pourquoi tu t'es dit, si je me lance à mon compte, il peut se passer quelque chose de mieux? Parce que justement, tu sais, en général, bon, aujourd'hui, je sais qu'on pense le contraire, mais tu vois, les gens, ils ont peur de se lancer à leur compte parce que c'est un peu l'inconnu, c'est sortir de sa zone de confort. Et des fois, ils pensent que c'est limite pire que d'être salarié, tu vois. Et qu'est-ce qui t'a donné confiance d'aller dans cette voie-là, au final? Ce qui m'a donné confiance, c'est que, en fait, soit tu es salarié et du coup, tu ne choisis pas tes heures, pas ton lieu de travail, pas tes journées de vacances, tu ne choisis pas tes collègues, tu ne choisis pas ton patron. Donc, en fait, l'inconnu, il est beaucoup plus dans le salariat que dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat te permet de vivre où tu veux. Bon, bien sûr, au départ, il va falloir faire des efforts, il va falloir travailler plus intensément pour lancer la machine, comme on dit. Mais tu peux choisir où tu travailles, tu peux choisir presque, enfin, en fonction de tes efforts, le montant que tu gagnes. Tu peux choisir plein de choses, en fait. Tu peux choisir tes collègues avec qui tu vas travailler. Le patron, c'est toi, donc tu prends les décisions. Donc, tu n'as plus à subir ton quotidien. Il y a un autre stress dans lequel, où, là, de 0 décision ou quelques-unes, tu passes à 1 million de décisions du jour au lendemain. Mais concrètement, c'est soit tu subis ton quotidien en tant que salarié et finalement, tu as le pouvoir sur rien. Ou soit tu te mets à ton compte et là, tu as le pouvoir sur presque tout. Je dis presque parce qu'il y a toujours un facteur chance, il y a toujours un facteur travail, il y a toujours un facteur de prendre les décisions, surtout les bonnes décisions. Mais en gros, tu peux choisir ta vie quand tu es à ton compte. Mais je suis totalement d'accord avec toi et je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que, comme je te le disais, tout le monde va dire quand tu te lances à ton compte, tu sors de ta zone de confort. Mais justement, moi, j'ai l'impression que je suis sortie de ma zone de confort, mais au final, pour me retrouver dans une zone où je suis encore plus confortable, parce que comme tu le disais, je choisis les gens avec qui je travaille. Moi, j'ai pas de réveil le matin. Vraiment, je vis ma vie pour ne pas avoir de réveil, pouvoir chiller au max le matin. Et ça, je pourrais pas le faire si j'étais salariée ou que j'avais des... Enfin, dans tous les cas, j'ai des choses à rendre, j'ai des décisions à faire, comme tu le disais. Et je pense que aussi, en tant que chef d'entreprise, tu as plein de décisions à faire. Et au début, c'est quelque chose de stressant, mais j'ai l'impression que plus tu le fais, plus tu prends confiance. Et du coup, ça devient de moins en moins stressant. Et je trouve, moi, aujourd'hui, j'ai quasiment pas de charge mentale par rapport à ça parce que ça me semble naturel. Et je pense que c'est tout un process de dire, OK, j'ai ce déclic-là et je vais aller dans quelque chose de nouveau et on va voir si ça va marcher. Et justement, je me demandais, après ce déclic-là, est-ce que, je sais que tu t'es lancée avec ton conjoint, est-ce que lui, il était déjà à son compte ou est-ce que justement, il avait aussi un contrat de salarié, que vous êtes dit, OK, on lance ensemble. Enfin, je veux trop savoir comment ça s'est fait. Alors, lui, quand on s'est lancé, il n'était pas du tout salarié. Enfin, il a été salarié au départ avec les premiers CDI. Mais le dernier CDI chez L'Oréal, lui, il m'a dit, moi, je ne te suis pas dans le salariat. Moi, je pars aux États-Unis. Donc, il est parti plusieurs mois aux États-Unis sans moi. Il a fait sa life. Et il est revenu au bout de plusieurs mois. Et il a dit, en fait... c'est bon, je sais ce que je veux, parce qu'il était parti aux États-Unis pour prendre des cours d'anglais, être en immersion dans le pays, mais aussi essayer de se trouver, savoir sa vocation, savoir, parce qu'on cherchait pas mal. Et il est rentré, il a dit, c'est bon, je sais ce que je veux faire. Si tu veux, tu peux me suivre, on y va. Dans tous les cas, j'y vais. Et moi, je sortais tout juste des collègues avec les AVC. J'ai dit AVC, l'aventure. Aventure AVC, j'ai dit c'est bon, il n'y a pas de problème, j'y vais. Ok, trop cool. Et du coup, comment ça s'est fait? Enfin, comment vous avez trouvé ce que vous alliez faire? Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de business différents. Comment... Alors, Aurélien, du coup, mon conjoint, avait des amis qui étaient dans l'e-commerce, qui habitaient à La Réunion, qui lui avaient du coup expliqué comment fallait lancer un site e-commerce, comment fallait faire, etc. Et ils lui ont dit, bon, écoute, si tu viens une semaine, on t'apprend tout le b.a.-ba. Et puis après, let's go, quoi, c'est parti. Donc, il était parti une semaine là-bas. Ils lui ont appris tout ce qu'il y avait à savoir pour se lancer. Je t'expliquerai après la différence entre e-commerce et dropshipping. Ouais. Donc là, on s'est lancé vraiment avec du e-commerce, avec du stock, le stock chez nous. Donc, il est rentré. On a décidé dans quelle niche on allait se lancer. On a cherché nos fournisseurs, on a fait notre stock, on a créé notre site, on a tout fait. Ça a duré une semaine. Une semaine? Ouais. Aussi rapide? Aussi rapide, ouais. Okay. Parce que j'entends beaucoup de gens, même des personnes que j'accompagne dans l'e-commerce, ils prennent du temps parce qu'il se passe trop de questions. Nous, quand on a su ce qu'on voulait,
bah, après, on est passé à l'action. Alors, tel jour, on fait ça. On termine pas la journée tant que c'est pas fini. Ok. Donc, à la fin de la journée, on a trouvé notre fournisseur. Le lendemain matin, les choses, ils sont commandées. C'est bon. Ensuite, on fait notre site. Allez, le site, voilà, on n'en a jamais fait. Je pense qu'on va se donner, allez, 3 jours. 3 jours à fond, à deux. Bam, bam. À la fin des 3 jours, je vais arrêter de taper dans le micro. À la fin des 3 jours, c'était fait, en fait. Après, c'était pas le site, le best site. Il était pas magnifique. Le logo, il était écrasé au sol. Mais en fait, ça suffit pour se lancer, tu vois. Il n'y a pas besoin de... Fait vaut mieux que parfait, ça c'est clair. Et je pense que tous les gens qui se lancent devraient avoir cette phrase en tête, fait vaut mieux que parfait, parce que sinon ça prend des mois et des mois, voire des années, avant de récolter son moindre cent. Donc c'est compliqué sinon. Mais je suis totalement d'accord et c'est ce que je dis beaucoup aussi à mes élèves et à tous les gens qui écoutent le podcast tout le temps. En fait, il faut réussir à lâcher un petit peu ce perfectionnisme et se dire ouais, je le fais parce qu'en fait, si je le fais pas maintenant, je sais pas quand est-ce que je le ferai. Et je sais que... en fait, ça m'a fait rire quand tu as dit ça parce que ce podcast-là, ça fait... je l'ai lancé 1 an après avoir eu le projet parce que je me disais non, j'ai pas de logo, j'ai pas de couverture, non, j'ai pas de jingle, non, je peux pas le faire. Et en fait, je me suis dit mais c'est pas grave. Aujourd'hui, le podcast, il a toujours pas de jingle, j'ai pas vraiment d'intro ficelé, j'ai pas tout ça, mais je l'ai lancé et je sais que peut-être dans quelques mois, je vais pouvoir améliorer ça et que justement, il vaut mieux se lancer, faire les choses, apprendre, améliorer et continuer. Et je trouve ça trop bien que vous ayez été dans ce truc de se dire ok, on se donne tant de jours, tant d'heures, on fait comme ça et on avance comme ça. Et justement, niveau mindset, comment vous étiez? Est-ce que tu te disais c'est sûr ça va marcher ou est-ce que tu avais un petit doute, même si tu mettais les actions en place pour du coup réussir à lancer le e-commerce au final? Personnellement, j'avais aucun doute puisque j'avais eu du coup l'ami d'Aurélien qui s'était lancé, que ça fonctionnait. Il a dit si tu fais ça, ça va marcher. Donc, pourquoi ça ne marcherait pas chez nous? On n'est pas plus bête qu'un autre. Donc, on n'a eu aucun doute. On s'est juste dit, il faut juste passer à l'action. Donc, voilà, on arrêtait au matin, on se donnait les choses à faire. Bam, 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 toi, tu fais ça. Moi, je fais ça. Et chacun de notre côté, on faisait nos actions. Et en fait, dès le premier jour d'ouverture, on a eu des commandes. 24 heures après, on a eu une commande. Et après, il y en avait de plus en plus tous les jours qui tombaient. Okay. Alors, attends, je veux savoir, c'était quoi votre sentiment quand vous avez fait la première vente? Tu sais, quand t'encaisses tes premiers sous, vous étiez comment? Comment ça arrivait? Comment... On a sorti le champagne. C'est un truc de ouf. C'était il y a 9 ans maintenant. Franchement, 9 ans, ok. Ouais, franchement, quand on a fait notre première commande, on s'est dit, en fait, voilà, c'est le début, quoi. C'est que le début. Bon, certes, ça rembourse pas la bouteille de champagne, mais c'est top, quoi. Tu te dis, tu passes dans un level au-dessus où c'est bon, en fait... c'est pas la commande qui définit ce que tu vas gagner plus tard, clairement. Ouais. Mais ça te dit que voilà, tu es sur le bon chemin. Et s'il y a quelqu'un qui t'a trouvé au bout de 24 heures, en plus, ce qui était plus marrant, on s'est posé des questions. La première commande venait d'une Américaine. Alors qu'on visait le marché français, on s'est dit, c'est bizarre, j'espère qu'on va vendre en France. Ok, et c'était quoi le montant, du coup ? J'ai plus le montant en tête, mais après, ma commande moyenne, il y a 9 ans, elle était aux alentours de 32 €. Ok. Ah ouais. Du coup, après, vous avez fait combien de ventes dans la journée? Comment ça s'est passé? Moi, je me rends pas du tout compte du e-commerce. Je suis pas du tout e-commerce et je sais que ça a l'air vraiment ouf en termes de business, etc. Parce qu'au final, tu fais toutes les facettes. T'as le marketing, t'as faire le site internet, t'as trouvé le produit, le fournisseur. Il y a trop de choses et pour moi, quand tu maîtrises toutes ces compétences-là, tu peux tout faire au final après. Ouais. Mais je me rends pas du tout compte de comment ça marche. Juste trouver le produit, comment tu le trouves, toutes ces choses-là, ça m'est totalement inconnu. Après, je me suis jamais penchée dessus, mais... Ouais, t'as plusieurs choix. C'est soit tu cherches tes produits en Asie, soit en Europe, soit en France, en fonction de ce que tu recherches. Quand on s'est lancé, on avait très peu de moyens. Donc, on s'est dit, on va rechercher en Asie, ça sera plus rapide, plus facile, et on améliorera la qualité au fur et à mesure. Donc, on a cherché en Asie, on a tout commandé, on a reçu les choses, je crois que c'était sous 2 semaines, mais le temps de chercher, de négocier, de commander, en 1 jour, c'était fait. Le lendemain matin, on finissait, on va dire 1 jour et demi, le lendemain matin, c'était fait, quoi. Donc, on n'a pas tergiversé 3 ans. Peut-être qu'on n'avait pas tous les tenants et les aboutissants, c'est pas grave. Le but, c'est d'avancer. Vous l'avez fait. Ouais, c'est ça, c'est d'avancer. Du coup, on a tout stocké. On a acheté des petites boîtes pour stocker tel article ici, tel article ici.
On a mis des petits codes barres pour qu'on puisse se retrouver entre nous. Tel article, tel article, tel article. On avait des quantités, on suivait le stock sur Shopify. C'était la base. Ah non, on a démarré, c'était sur Wix. Wix. Ouais, okay. C'était sur Wix le premier site. Le second, c'était sur Shopify, mais le premier, c'était sur Wix. Okay. C'était c'est l'expérience utilisateur client. Pas ergonomique du tout. Du tout. Mais bon, ça fonctionnait, c'est le principal. Et en fait, on s'est vite rendu compte qu'Instagram, il commençait à se développer, etc. Il n'y avait pas encore les influenceurs, les influenceuses. Et donc là, l'ami Aurélien lui disait qu'il envoyait des colis aux gens, etc. Nous, on était aux prémices d'Instagram. Vraiment, en France, il y avait très peu de gens dessus. Et on a commencé sur Instagram, on postait tous les jours des photos, etc., des petites vidéos. On venait chatter pour aller converser avec les gens qui likaient, qui commentaient. Okay. Et on présentait notre site, etc. Et en fait, tous les jours, il y avait des commandes. Chaque action, ça payait en fait. De par Instagram. De par Instagram, ouais. Ok. Ah, vous aviez même pas de publicité pas ou au départ. De SEO. Ok. Ouais, pas au départ. Ça, on a fait le SEO, les publicités, les ads, Facebook, Instagram ads, on les a fait dans un second temps. Mais au départ, on a tout fait en mode gratuit. Et ça fonctionne. Ah ouais, mais c'était vraiment à la sueur de votre front. Enfin, je me dis, tu sais, genre, vous étiez toute la journée en train d'essayer d'interagir alors que c'était même pas encore... Enfin, aujourd'hui, moi, je sais que je vends ma formation via Instagram et ça me semble logique, tu vois, mais je me dis 10 ans en arrière, ça je me serais jamais dit comment on vend quelque chose, est-ce que les gens vont avoir confiance, etc. Mais au final, oui, c'était les prémices de tout. Ouais. Et je pense que les gens, ils devaient être trop curieux. C'est vrai que je me rends même pas compte, genre, il y a 10 ans, j'étais même pas encore sur Instagram, moi. C'est ouf. Je crois, j'ai commencé en 2015, ça va, j'ai commencé un an après. Ouais. Mais ok, trop bien. Et vous aviez du coup des process, Pas au départ. Au départ, c'était... on se répartit les tâches et on fonce. C'était... en fait, si tu veux arriver à un résultat, la première chose, c'est... tu te dis ce que tu dois faire aujourd'hui et tu fonces. Tu te passes pas la question si... lui, il fait mieux que moi. Moi, je serais moins bien que lui. On n'en a rien à cirer, en fait. Fonce, lance-toi et si tu passes à l'action, il y aura forcément des résultats. Donc, premier mois, on a fait 900 € de chiffre d'affaires, sans payer 1 centime de publicité. Ok, donc 900 € moins le prix des produits. Ouais, c'est ça. Et ça vous a permis même d'affiner, je pense, la manière de communiquer sur les produits, peut-être améliorer aussi les produits et tout par la suite. Exactement. Donc après, on tenait un fichier, on disait, bon, lui, on a plusieurs retours de mauvaise qualité, bon, on l'arrête. Lui, ils adorent, bon, c'est bon, on va le mettre en avant. Plus en avant, c'est le best-seller. Voilà, ça s'affine en fait pour justement... répondre au marché. Au départ, on avait arrêté le produit qu'ils aimaient bien, qui était de mauvaise qualité. Un mois après, on s'est dit, mince, les gens, ils l'aiment bien. Pourquoi pas demander aux fournisseurs, finalement, de ce produit-là, le faire dans une meilleure qualité, qui puisse répondre justement à la demande des clients. Et on l'a ressorti, finalement, un mois après. Un mois plus le temps de le recevoir, ça a pris 1 mois et demi, 2 mois. Et quand on l'a reçu, c'est vendu super bien. Comme les premiers jours. Et puis, en fait, la qualité, elle répondait. Et là, on n'avait plus de retour client là-dessus. Donc, voilà, au fur et à mesure, tu affines. Tu peux pas être parfait dès le premier jour, dès le premier mois. Mais au fur et à mesure, tu améliores. De toute manière, je connais personne qui a lancé une entreprise avec un logo précis, qui a jamais changé. Les logos, ça change. Les marques, les entreprises évoluent. Les visions s'affinent. Voilà, c'est comme la vie, en fait. Ça prend de la maturation, ça évolue. Ouais, je suis trop d'accord avec toi et ça me fait trop plaisir que tu le répètes parce que je pense que les personnes qui nous écoutent ont besoin de l'entendre, qu'on peut commencer de zéro et qu'on va s'améliorer. Et justement, hier, j'ai vu un post Instagram du logo d'Instagram. Et genre vraiment, il y a des années, il ressemble à rien, il a évolué. Et pareil, Facebook. Je crois que Facebook, de base, c'était genre une lettre. Enfin, c'était vraiment... Tu comprenais pas que c'était Facebook. Et justement, ça a amélioré au fur et à mesure des années. Et c'est pour ça, pour les grandes marques, et même quand tu lances ton projet. Et je pense qu'il faut vraiment avoir ce déclic de commencer et de faire les choses et d'améliorer. Et je trouve ça trop bien que vous étiez proche des consommateurs au final. Et je pense que c'était grâce à Instagram aussi pour savoir leur retour, pour améliorer. Et c'est comme ça qu'on construit quelque chose de bien au final. Exactement. Et je me demande, aujourd'hui, du coup, vous avez encore cette même marque-là ou est-ce que vous avez changé, vous avez lancé des nouveaux projets avec le e-com ? Alors, on a toujours la première marque.
c'est une bijouterie en ligne qui s'appelle Angels Universe. On a toujours la première marque, mais après, on a commencé à développer d'autres projets. Au bout de quelques années, déjà, en termes d'évolution, j'entends tellement de gens dire en e-commerce, ouais, j'ai fait 1 million en 3 jours, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ou en fait, tu sais pas ce qui est vrai de ce qui est pas vrai. Moi, personnellement, pour faire mon premier million, ça a pris 2 ans. Ok. Ça a pris Ça a pris 2 ans, mais aujourd'hui, tu continues encore avec cette marque-là et Voilà. c'est périn, quoi. Exactement, c'est périn dans le temps. Les clients sont contents. J'ai un taux de fidélité qui est énorme. On a plus de 40% de taux de fidélité, donc c'est toujours les mêmes personnes qui recommandent. Donc voilà, on fait beaucoup de retargeting, on envoie pas mal d'emails. Et voilà, en fait, quand tu fais quelque chose de quali, on n'était pas quali pour démarrer, je leur dis, mais au fur et à mesure, tu évolues et tu te bonifies, entre guillemets, pour justement répondre aux attentes clients. Ça fonctionne. Mais du coup, tu vois, ça m'a perturbée parce que je sais que moi, avant, quand j'étais à Bali, la plupart de mes amis, ils étaient dans le e-com / dropshipping, je sais pas trop. Et à chaque fois, je leur demandais, bah, tu vends quoi? Ils me disaient, ah non, j'ai pas le droit de te le dire. Et je me disais, mais pourquoi c'est si secret? Genre, tu devrais être fière d'avoir un site, de vendre tes trucs et tout. Et tout le monde gardait comme ça secret. Et j'étais en mode, mais je suis même pas dans l'e-commerce, enfin, je comprends pas. Et du coup, je sais même pas te demander parce que je savais pas si t'allais me dire la marque, parce que même autour de moi, enfin, je sais pas ce que vendent les gens autour de moi. Et ça, c'est un truc justement, et je pense que je voulais en parler aussi avec toi. C'est un truc d'e-commerçant, ouais. Ouais, là, je pense que c'est aussi un amalgame entre e-commerce, dropshipping, et que du coup, il y a de la compétition et tout. Et je pense que ce qui est intéressant avec toi aujourd'hui, c'est que tu as construit une marque dont tu es fière et qui a vraiment de la valeur et qui est pérenne au niveau du temps, alors que j'ai l'impression que la plupart des gens qui font du e-com, ils trouvent un produit phare qu'ils vont vendre, ils vont faire genre plein de sous en une semaine et ensuite ça dégringole, il faut retrouver un autre produit. J'ai l'impression qu'il y a trop de dérives comme ça et je veux bien que tu nous en parles. Alors ça, c'est le monde de l'e-commerce. C'est un monde à part où les gens, c'est secret défense, on ne révélera jamais ce qu'on vend. Alors c'est ridicule. Pour moi, les vrais e-commerçants, je vois par exemple Justine Hutto, elle vend des déodorants naturels, elle le montre tous les jours, elle en est super fière. Donc si tu peux pas montrer ta marque, t'as un problème en fait. Ouais. T'as un problème, tu vis dans la peur ou je sais pas ce qui... Dans tous les cas, tu vas te faire copier. Que tu le dises ou non, tu dois te faire copier. Les gens, ils vont quand même te trouver et autant en être fier et le montrer. Je vois Guillaume Gibolt, le slip français, il vend des slips made in France. Tout le monde en a ri quand il s'est lancé. Aujourd'hui, il est dans plein de boutiques et il a créé plein de boutiques physiques en France et ça cartonne. Donc, sois fier en fait de ce que tu crées et copier, tu seras copié, quoi qu'il arrive. Nous, on a été copiés, mais tellement de fois, on a dû faire appel à des avocats en permanence parce que dès que les gens découvraient ce qu'on vendait, ils faisaient exactement le même site, les mêmes produits et ça arrivait mais tellement de fois qu'en vrai, les 2 premières fois, ça fait un pincement au cœur. On se dit, mince, ça fait chier, on nous vole un peu notre gagne-pain, etc. Mais en vrai, c'est un compliment. Ça veut dire que tu es sur la bonne route et que la personne, comme elle voit que tu es sur la bonne route, elle a envie de faire de même. Donc, pour final, c'est un compliment et de toute manière, tu seras toujours copié. Les meilleurs seront toujours copiés. C'est ce que je me dis. Égalé. Jamais égalé, exactement, parce que toutes les personnes que j'ai vues, j'ai même eu une personne proche, j'en dirai pas plus là-dessus, mais une personne proche qui m'a copiée et elle a essayé de faire tout pareil et même en faisant tout pareil, ça n'a pas fonctionné pour elle. Okay. On peut copier la forme, mais pas le fond. La stratégie, derrière, on l'a pas. On peut mettre le même logo, les mêmes couleurs, etc. C'est pas parce que demain, on va vouloir créer Instagram à 2, le nouveau Instagram, Justine, on va mettre le même logo qu'Instagram. Ça n'a pas marché comme Instagram. Donc, ça ne veut rien dire. Je trouve ça... Enfin, parler de la concurrence, le fait de copier, etc., c'est exactement le... Enfin, ça fait des mois maintenant, et je pense depuis 1 an, que j'ai beaucoup de gens qui me copient. Et tu vois, mon mindset, il a beaucoup évolué. C'est-à-dire que l'année dernière, j'étais hyper énervée à chaque fois. Et ça me faisait mal de me dire qu'on me copiait, qu'on reprenait mes mots, qu'on reprenait ma stratégie, qu'on reprenait tout ça. Et même là, récemment, en fait, il y a des gens qui copient mes mots pour mots. Et tu vois, je me dis, mais comment c'est possible de faire ça? Moi, je suis trop éthique dans ce que je fais. Je fais tout avec le cœur et ça m'énervait de voir qu'on me copiait là-dessus. Et en fait, j'ai changé mon mindset. Et comme tu le disais, je me disais,
ok, ça veut quand même dire que j'ai une longueur d'avance, que les gens essayent de me copier, mais qu'ils arriveront jamais où j'en suis. Et même mon copain, il m'a dit un truc qui m'a un peu tilté. Il m'a dit, mais Jus, il copie ton genre, enfin, la surface de ce que tu fais. Il copie pas genre tout le fond derrière de tout ton tunnel de vente entre guillemets, de toute ta stratégie, de qui tu es, etc. Et c'est pas parce qu'ils copient juste quelques mots et qu'ils font du copier-coller de toi qu'ils arriveront à prendre qui t'es. Et en fait, j'ai revu ça comme ça et je me suis dit, ah ouais, c'est vrai. Et ça m'a totalement changé ma vision de la concurrence, le fait d'être copié, etc. Et je me rends compte que, en fait, si tu sais pas tout le fond et que tu veux juste copier-coller la forme, bah, ça fonctionnera pas aussi bien. Et je pense qu'il faut faire son truc et justement évoluer dans ce sens-là, quoi. Voilà, faut être focus en fait sur soi. Et peu importe ce qui se passe autour, il faut vraiment rester centré sur soi. Il peut y avoir 10 personnes qui copient, il peut y avoir même un proche, et ça, c'est encore plus compliqué. Il faut être focus sur toi parce que tout simplement, ce que tu as toi, ça, ils ne l'ont pas. Ils peuvent copier le logo, les couleurs, ils peuvent copier tes pubs avec tes mots, mais en fait, ton visage, ta vision d'entreprise et tout ce que tu représentes pour ton entreprise, ils ne pourront jamais le copier, ça. Puisque ça, c'est propre à toi et ton entreprise et ils ne l'auront jamais. Quoi qu'il. Ouais, mais j'ai mis du mal à... Enfin, j'ai vraiment eu du mal à me dire ça. Et après, je me suis dit, mais non, aujourd'hui, c'est mon personal branding, mon image de marque, qui je suis, mes valeurs, etc., qui font que bah, j'ai construit tout ça et que ça fonctionne comme ça, quoi. Mais je trouve c'est... Enfin, je pense au début, quand t'as, tu sais, ton bébé, ton site e-commerce, ton produit, qu'on te copie et tout, enfin, je trouve que ça doit être dur mentalement de te dire... bah, enfin, tu sais, moi, je pense que je partirais un peu dans tous les sens en mode non, faut l'attaquer, faut qu'il arrête, c'est pas gentil, nanana. Et du coup, comment aujourd'hui, t'as encore ce genre de choses-là ou un peu moins? Un peu moins, mais au départ, on l'a pas mal eu. Et bah, par exemple, sur un site Shopify, nous, ce qu'on faisait, la première chose, c'est que nos avocats prenaient contact avec Shopify. La personne-là a copié les mêmes photos. Parfois avec moi dessus, mon visage sur la photo. Je dis, what? Et du coup, avec les mêmes textes. Et donc, une fois que Shopify est contacté, Shopify enlève, forcément, il sait quelle est la personne qui a mis ses photos en premier, etc., ce texte en premier. Et donc, coupe le site de la personne qui a copié. Ok. Mais alors, moi, il est arrivé une dinguerie à des amis à moi. Il y a quelqu'un qui a copié leur site. Et en fait, ils ont vu leur vente baisser et leur site enlevé. Parce que la personne qui a créé a repris l'identité de la créatrice, justement. Et c'était une histoire de ouf. Et ils ont réussi, en vraiment bataillant, en essayant de trouver les contacts, à récupérer leur site. Et je me dis, mais c'est énorme. Ouf, ouais. C'est énorme. Mais ça, quand tu vois ça, le mieux, c'est d'essayer de faire ça à l'amiable. Et si ça ne marche pas, avocat direct. Et après, tu es tranquille. Tu peux... Au départ, tu es obligé de te mettre un peu dedans. Au départ, on faisait nous-mêmes. Et après, en fait, on s'est dit, ça touche beaucoup quand même à l'émotionnel. Donc, c'est énergivore. Donc, après, on donnait tout aux avocats. Et en fait, on ne s'occupait même pas des choses. Du coup, on avait des avocats qui, une fois par mois, tapaient nos noms de marques e-commerce. Okay. Et dès qu'ils voyaient qu'il y avait une marque e-commerce qui remontait, qui n'était pas à nous, bam, ils s'occupaient de faire les papiers pour aller le fermer, quoi. Okay. C'est la rançon du succès, ça, en fait. Hein. Le succès, ouais, après, tout dépend de la définition du succès que chacun, mais en tout cas, c'est la définition de les gens voient que tu es plus grand que toi, ce que tu vois de toi-même. Ouais. C'est quoi pour toi la définition du succès? Je me la suis jamais vraiment posée. Moi, en fait, je cherche pas le succès, je cherche vraiment plus la liberté dans le sens, si je veux voyager à un tel endroit, j'y vais. Si je veux habiter dans tel pays, j'y vais. Si j'ai envie d'aller au restaurant le soir à n'importe quelle heure, j'y vais. C'est pour moi une certaine vie de liberté où tu peux te faire plaisir, aussi faire plaisir à tes proches. Essayer de vivre dans un monde un peu plus d'abondance que ce qu'on peut voir parfois en France. Donc voilà. Ok, et justement, ça vient un petit peu ce que je voulais discuter avec toi, mais tu m'as dit que pour toi, c'était la liberté. Et je pense que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, Enfin, après, tu me diras ce que t'en penses, mais je pense qu'il faut que tu fasses un peu un blocage Enfin, tu vois, que tu t'isoles et que t'aies plus de vie pendant quelques mois pour après, justement, avoir cette liberté-là. Totalement. Et justement, je pense que j'aimerais que tu nous en parles aujourd'hui, mais t'as plein de projets en plus. Et comment tu fais pour
réussir à suivre tous ces projets-là, tes investissements et avoir cette liberté justement d'avoir du temps pour toi. Je sais que tu fais beaucoup de sport, d'avoir du temps pour ta famille, pour tes proches, pour ce qui te fait kiffer. Alors au départ, on s'est focus e-commerce pendant plusieurs années et arrivé à peu près 2017-2018, on a commencé à investir dans l'immobilier en France, notamment dans le nord de la France, là où on est issu. Et aujourd'hui, on cumule presque une centaine de lots. Donc, c'est pas mal. Un lot, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un appartement. Donc, on a acheté des immeubles de rapport pour démarrer, on a acheté des immeubles de rapport de 3-4 appartes. Après, on a acheté des immeubles de rapport d'une dizaine d'appartements. Okay. Donc, voilà, ça va vite. Quand tu démarres, du coup, avec... tu achètes un immeuble, ça peut faire 3 appartes. Et quand tu t'enchaînes, un immeuble, c'est une dizaine d'appartements. Là, ça va beaucoup plus vite. Donc là, c'est une vision de sécurisation un peu. Il y a des entrepreneurs qui sont plus à risque, qui ne vont pas investir dans l'immobilier. Moi, je suis un mixte des deux. J'aime bien le risque, mais j'aime bien aussi la sécurité. Dans le sens où si demain, tous mes sites e-commerce, toutes mes entreprises ne fonctionnent plus, demain, j'ai presque une centaine de lots. Et en fait, je peux reprendre la gestion pour économiser les charges, etc. Là, j'ai tout délégué de A à Z. Donc aujourd'hui, c'est le frère d'Aurélien qui gère tout ça parce qu'il est full immobilier. Donc une personne de confiance. Mais si demain, il y a tout qui se casse la gueule, dans le pire des cas, un monde monstrueux, faut aussi y penser, on ne sait jamais. Dans ces cas-là, voilà, on a des lots immobiliers, on pourra les gérer nous-mêmes, dans le pire des cas, pour essayer de se dégager un maximum de bénéfices. Et le jour où les prêts ils sautent, voilà, on est tranquille. Ok, ouais, ça veut dire que là, vous êtes via les prêts auprès de la banque et que quand il n'y aura plus les prêts, est-ce que ce que vous gagnez avec l'IMO, ça vous permettrait de vivre largement ? Ouais, largement. Largement. Et en fait, moi, je dis toujours, je vois beaucoup les entrepreneurs qui regardent ce qui se passe à l'étranger et qui regardent avec des yeux doux ce qui se passe, une fiscalité beaucoup plus exotique. Moi, ce que je vois, c'est aussi tous les avantages qu'il y a en France. C'est que tu peux faire un effet de levier avec la banque pour investir dans des entreprises, pour investir dans l'immobilier. Et ça, à l'étranger, soit tu l'as pas, ou soit si tu l'as, on te prête pas 100% de la somme, en fait. En France, nous, on nous prête 100% de la somme, on nous fait confiance, on a des partenaires bancaires, on rachète des entreprises, on achète de l'immobilier et on nous prête tout le temps, on nous fait confiance parce que ça se passe bien déjà, les comptes sont sains. Et ça, tu l'as pas à l'étranger, donc c'est quand même quelque chose qui est important. On a un effet de levier qui est énorme en France et ça on l'oublie toujours parce qu'on regarde toujours la fiscalité, etc. Mais il y a aussi des optimisations fiscales qui se font très bien en France aussi. Bon, je dévie un peu, mais en tout cas... Non, mais je voulais trop que tu parles de ça en plus, parce que on en avait même parlé et moi, je suis restée en France pour ça. J'ai pas encore vraiment utilisé le levier bancaire, mais c'est là mon objectif de cette année. Et je pense que ça peut inspirer aussi pas mal de personnes parce que souvent, on se dit, l'herbe, elle est plus verte ailleurs parce qu'il y a 0% de taxes à Dubaï, je crois en Estonie, dans plein de pays comme ça, il y a plein d'avantages en fait. Alors qu'en France, oui, on est beaucoup taxés. Et moi, tous mes amis étrangers, ils me disent toujours, mais comment tu fais ? Et je leur dis, mais comparé à ce que je vais payer de taxes versus que je peux emprunter avec la banque et me construire vraiment un patrimoine, un empire, je préfère rester en France. Là, j'ai un peu souffert au début parce que j'ai payé mes impôts et que j'ai pas encore emprunté. Mais là, je suis vraiment dans cette logique de me surendetter. Et justement, j'allais te poser la question de comment tu t'es dit, ok, je vais me surendetter et comment tu le vis, entre guillemets, parce que c'est du risque, mais pas vraiment du risque à la fois, je trouve. Ouais, c'est pas du tout du risque parce que quand on regarde ce que font les autres, les personnes qui sont milliardaires et tout, ils s'enrichissent uniquement en étant surendettés. Donc en fait, tu peux devenir riche en étant surendetté. Et aujourd'hui, quand on entend avoir des dettes, c'est malsain. Alors que pas du tout. Ça dépend en fait pourquoi tu t'endettes. Si tu t'endettes pour louer la villa dernier cri en location, si tu t'endettes pour acheter une télé ou bien la dernière voiture, là, clairement, tu es bête parce que c'est des passifs. Mais si tu t'endettes pour acheter des actifs, c'est-à-dire, pour moi, un actif, c'est quelque chose qui va mettre de l'argent dans ta poche. Si tu t'endettes pour mettre de l'argent dans ta poche, alors là, tu t'enrichis en vrai. C'est trop bien que tu dises ça parce que je vois beaucoup de gens qui font des prêts pour acheter leur première voiture ou acheter leur logement. Et au final, souvent, ils sont un petit peu dans ce
cercle vicieux de se dire à la fin du mois, je dois quand même rembourser tout ça et il n'y a pas de plus qui arrive, tu vois. Et c'est vrai que moi, je me rends compte que la France, je pense que c'est un des seuls pays où on peut faire cet emprunt bancaire au final. Ouais. Et justement, c'est ça. On peut, en tant que Français, on peut emprunter ailleurs, mais encore faut-il avoir une société à cet endroit, etc. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'ils vont te prêter 30%, 40%. Dans le meilleur des cas, 50%. 50%, c'est le rêve chez les Français expatriés. Mais en France, on te prête presque 100%, parfois même plus. Donc, en vrai, c'est pas comparable, quoi. Tu dois fournir 50% de la somme à l'étranger et en France, on te donne tout. Je veux ce bien-là immobilier. Tu fais ton dossier, bam, on te donne 100% de la somme et tu l'as le lendemain. Peut-être pas le lendemain, ça prend du temps, mais tu l'as sous 6 mois. Clairement, ça défie toute concurrence. Ok, trop cool. Et du coup, là, aujourd'hui, ça te prend 0 énergie à gérer? Ça me prend 0 énergie parce que je l'ai entièrement délégué à une personne de confiance, Sylvain, qui est le frère d'Aurélien. Et lui, il est à full immobilier. Il y a une entreprise de gestion locative. Il gère tout. Du coup, il nous gère le dossier à faire auprès de la banque. Il nous gère. Il nous fait la signature qu'on fait par procuration. Même si on est à l'étranger, on peut quand même acheter à distance. Donc, on n'a même plus besoin de se déplacer. Voilà, c'est magnifique. Il gère du coup entre guillemets le prêt bancaire. Il gère la gestion locative, les travaux, s'il y a des travaux à faire, il gère vraiment tout de A à Z. Et ce qui me permet aujourd'hui de passer vraiment presque 0 temps. Quand je dis presque, c'est qu'il y a de temps en temps des papiers à signer qu'il ne peut pas signer lui-même, mais du coup, il s'occupe de tout. Et ça, c'est une chance que je n'aurais pas à l'étranger. Investir à l'étranger, c'est quelque chose qui me botte. Mais après, je ne vais pas non plus acheter autant de biens immobiliers parce que mon cœur de métier, ce n'est pas l'immobilier. Ok, et justement, aujourd'hui, comment tu répartis ton quotidien? C'est quoi les différents projets? Où est-ce que tu accordes plus ou moins de temps? Enfin, qu'est-ce qui tu fais aujourd'hui, en gros? Alors aujourd'hui, moi j'ai choisi d'être CEO de l'entreprise l'Académie et si tu te lançais dans l'e-commerce pour accompagner les gens du coup à se lancer dans l'e-commerce sans dropshipping. Donc je vais expliquer la nuance. Donc le dropshipping, c'est quand tu achètes directement, quand un client passe commande sur ta boutique et que le commerçant achète au fournisseur pour que le fournisseur livre directement le client final. Autant dire que le commerçant ne contrôle pas la qualité du produit, il n'y a jamais eu le produit entre ses mains, ni une personne de son équipe de confiance. Il ne maîtrise pas le délai de livraison. En fait, il ne maîtrise pas grand-chose pour que l'entreprise soit pérenne. Et en plus, le délai de livraison, souvent, on va dire que le meilleur, je vais parler du meilleur des cas, j'entends le meilleur des cas, c'est 7 à 10 jours dernièrement. Sachant que maintenant, les clients, quand tu vas dans les grandes villes comme Paris, Amazon, ils livrent parfois dans la même journée. Ouais, ça c'est ouf, je sais même pas comment ils font. C'est incroyable, ouais. C'est incroyable. Et donc, pour être compétitif avec eux, pour livrer un produit de qualité, bien emballé, avec une histoire, avec l'entreprise derrière et tout ça, je vois pas comment faire d'autre que faire son stock aujourd'hui, étant donné que les autres, dans le meilleur des cas, c'est 7 à 10 jours, mais le pire des cas, ça peut aller à plus de 2 semaines. Donc, en vrai, les clients, ils peuvent pas être super contents et donc le taux de fidélité va être plus bas que si tu as ton stock en fait directement et que tu peux livrer tes clients en 24-48 heures. Ok. Mais c'est surtout que j'ai l'impression qu'en e-commerce, tu construis vraiment une image de marque et comme tu le disais, avec l'histoire, tu peux améliorer tes produits et c'est vraiment plus, c'est long terme au final. C'est ça. Tu construis quelque chose de solide qui peut se faire valoriser aussi, j'imagine. C'est ça. Il y a des sites comme Dot Market où justement tu peux mettre ton entreprise en ligne, ton e-commerce et tu peux le revendre et c'est Dot Market eux-mêmes qui valorise ta société et tu peux la revendre comme ça directement. Même sans avoir les contacts, ils prennent bien sûr une commission sur la vente. Mais en gros, tu mets ton site dessus, ils s'occupent de tout calculer, de valoriser et c'est revendu assez facilement. Ok. Et justement, toi aujourd'hui, tu as déjà revendu une de tes marques ? Ou c'est une piste que tu as pour la suite ? Ouais, c'est une piste que j'ai parce que j'étais longtemps dans l'e-commerce. Donc, l'e-commerce, ça me plaît beaucoup. En fait, ce qui me plaît le plus aujourd'hui, c'est d'accompagner les gens à se lancer. Mais aujourd'hui, j'ai encore une grosse partie de mes marques. Donc, ça fait 9 ans que je suis dedans. Donc, ça fait très longtemps. Et maintenant, je suis excitée par plein d'autres choses. Notamment, on investit dans l'immobilier. On rachète des entreprises aussi aujourd'hui. Notamment, on a racheté il y a 2 ans le Web de Connect qui
qui est une entreprise événementielle pour les infopreneurs et les infopreneuses essentiellement. Avant, il y avait d'autres entrepreneurs, bien sûr. Là, c'est essentiellement des infopreneurs, mais il y a aussi des agences, il y a des e-commerçants, mais le plus gros, c'est des infopreneurs. Ça fait 14 ans que ça existe et à aujourd'hui, voilà, c'était à Jean-François Ruiz avant. Et maintenant, du coup, voilà, c'est beau. Maintenant, c'est à nous. C'est ouf. Trop bien. C'est ouf, j'aimais beaucoup ce que Jean-François faisait, puisque sa sœur Marie m'en parlait souvent. Et voilà, aujourd'hui, le rachat d'entreprise nous a permis de pouvoir racheter une entreprise événementielle et même on prend des parts aussi dans d'autres sociétés. Okay. Donc ça, c'est des choses qui nous éclatent, du coup, moi et Aurélien. Enfin, Aurélien et moi. Et j'entends déjà les gens qui vont se dire « Ah, elle parle mal ». Je l'ai corrigé avant. T'as le droit de te mettre en avant, hein. Donc voilà, en fait, aujourd'hui, je suis CEO des Si Tu Te Lançais. Je me concentre là-dessus. Et à côté, on rachète des entreprises ou on prend des parts dans d'autres sociétés. Mais quand on rachète des entreprises, à 100%, on prend le contrôle, nous, en entier. Et quand on prend des parts dans les sociétés, on met des CEO à la place des sociétés pour gérer ces sociétés. Puisque, en gros, on n'est pas surhumain. On ne peut pas gérer 50 sociétés à la fois, forcément. En tout cas, pas en le faisant de manière correcte, on va dire. Du coup, voilà, on fait comme ça, on se répartit. Aurélien gère ses sociétés, moi, je gère les miennes. Et après, on a des parts dans d'autres sociétés où c'est des CEO qui le gèrent en entier, tout simplement. Ok, trop bien. Et du coup, une journée avec toi, ça ressemble à quoi ? Alors... Enfin, une journée dans ta peau. Une journée dans ma peau... Je sais que toutes les journées sont différentes. Ouais. Mais genre, tu vois, une journée type... parce qu'en fait, j'aimerais savoir si du coup, tu gères... tu sais, genre tu mets un peu de temps chaque jour pour toutes les boîtes ou est-ce que tu as des jours dédiés ? Comment tu arrives à gérer, tu vois, tous les projets à la fois ? Et peut-être que dans une journée, au final, tu te consacres pas du tout à tel ou tel projet, tu vois ? Ouais, j'ai des journées dédiées en fait. Okay. Je vais prendre l'exemple du mardi. Du mardi, ce que je fais, c'est que mes collaborateurs chez Si Tu Te Lançais, j'ai des Head of Sales, Head of Marketing, Head of Customer qui vont gérer du coup les personnes qui sont en dessous d'eux. Et le lundi, ils vont calculer les KPI, ils vont calculer de savoir justement où est-ce qu'on en est en termes de chiffres, de bénéfices, enfin tous les chiffres clés. Et le mardi, du coup, c'est ma journée Si Tu Te Lançais où en fait j'ai un meeting avec mon Head of Marketing, j'ai un meeting avec mon Head of Customer, Head of Sales et après j'ai un meeting d'équipe avec tous les managers tout simplement où on se fait le point plus rapidement. Enfin, ils ont déjà fait le point avec moi, mais ils font le point général avec les autres pour que les autres, justement, soient au courant de ce qui se passe. Des chiffres, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, quels sont les problèmes, mais aussi les solutions. Moi, je mets un point d'honneur sur les solutions parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus une distributrice de solutions. Je fais en sorte que dans les valeurs d'entreprise, voilà, que les gens fassent preuve de discernement, c'est-à-dire que la solution qu'ils vont me donner, ça sera peut-être même mieux que la mienne en fait. C'est pas parce que je suis la CEO que j'ai les meilleures solutions. Eux sont entièrement capables, si ce n'est mieux, puisqu'ils sont sur le poste là, de fournir des belles solutions. Et voilà, je les encourage du coup en ce sens. Et la gestion pour moi d'une entreprise en faisant de la sorte, c'est que les personnes clés gèrent eux-mêmes les équipes en dessous et puissent prendre les décisions eux-mêmes. Et on a les chiffres chaque semaine les mardis, ça prend une demi-journée. Ok, une demi-journée pour et Si Tu Te Lançais par semaine. Voilà, c'est ça. Okay. C'est ça. Après, je ne vais pas prendre en compte la création de contenu ou autre, mais la gestion, le pilotage de l'entreprise, c'est une demi-journée. Ok. Et tu vois, juste pour rebondir par rapport à tes responsables de pôle, tu sais que moi, ça fait, je pense, ces derniers mois, justement, c'était moi qui prenais toutes les décisions. Parce que je pense que j'ai cette envie de tout contrôler dans ma vie ou perso et dans ma vie pro aussi. Et du coup, j'avais besoin de savoir tout ce qui se passait. Et dès qu'il y avait un problème, c'était à moi de trouver la solution. Et en fait, justement, j'étais trop à fond et je voyais que ça me prenait énormément de charge mentale. Et ces derniers mois, justement, j'ai essayé de responsabiliser ces personnes-là en leur donnant plus de process et plus de KPI aussi. Et ça m'a permis justement de me dégager un peu du business. Mais j'ai mis du mal... Enfin, c'est pas vraiment de dégager du business parce que je suis encore dedans et je regarde, mais en fait, ils ont plus de responsabilités, c'est eux qui font leurs décisions, c'est eux qui avancent. Et comme tu le disais, au final, c'est eux les mieux
placés pour trouver les réponses à leurs problèmes. Et même, je trouve que ils sont tellement plus dedans. Moi, des fois, je leur dis, mets en place et vois ce que ça donne, qu'est-ce que toi t'en penses, etc. Et c'est vrai que ça les a responsabilisés et ça a fait au final grandir beaucoup plus l'entreprise. Et moi, j'ai pu step back aussi et justement plus me focaliser sur la création de contenu, sur la vision, etc. Et est-ce que toi aussi, justement, tu as ce truc où... Enfin, moi, j'ai l'impression quand tu step back un peu, c'est toi qui impulse la vision. Ouais. Tu as ce truc-là où, justement, toi, tu pilotes de loin, entre guillemets. Ouais, en fait, pour moi, un CEO, ça doit justement parler de la vision, ça doit aller amener les équipes justement vers la vision, ça doit les encourager. Moi, je vois pas un CEO taper sur le dos des gens en disant « t'as mal fait ». Je pense que si la personne elle est intelligente, elle sait qu'elle a mal fait et je pense qu'elle s'en veut. Il n'y a pas besoin d'en rajouter des tonnes. Donc après, pour être efficace, parlons des solutions plutôt que le problème est déjà venu en fait. Il est déjà dans le passé. Donc parlons de demain. Et en fait, comme ça, on accompagne beaucoup plus facilement les gens du coup à être dans la positive attitude, à être orienté solution et qui dit que c'est eux qui proposent les solutions, on est beaucoup moins en train de réfléchir nous-mêmes à la solution, etc. Parce que quand on a une ou deux, ça va, mais quand tous les jours, tu en as 15 à sortir, à la fin de la journée, t'es cramé. Ouais. Je rebondis sur ce que tu disais, toi, c'était toi qui réfléchissais à toutes les solutions, les décisions. Ça, par le passé, il y a de ça 2 ans, je prenais encore toutes les décisions moi-même, je voulais être au four et au moulin, je voulais tout contrôler au millimètre près. Et en fait, ça m'a valu que je faisais plus de 100 heures semaine, que je vivais pas. Ouais, je voyageais, je voyais les Airbnb, mais je ne voyais pas les pays. Donc en fait, j'ai eu une grosse révélation en disant non, mais en fait, tu te trompes, Laura, c'est pas comme ça la vie. Tu dois donner le pouvoir décisionnel aux gens, leur faire confiance. Si ça se passe mal, tu arrêtes avec la personne, tout simplement, on reste en bon terme, on arrête et on recrute une personne qui sera... Enfin, on va essayer en tout cas de trouver une personne qui sera efficace à ce poste-là, tout simplement. Tu sais, par rapport au Airbnb, ce que tu as dit, ça m'a trop fait rire parce que moi aussi, là, je voyageais énormément et les gens, ils me disaient « Mais Jules, t'es tout le temps en vacances ?» Et moi, je suis en mode « Non, je suis pas en vacances !» Genre, j'ai des créneaux dédiés pour sortir de chez moi. Et ça me fait trop rire parce que le fait de voyager partout, pour moi, je travaille, genre même là, quand je suis à Dubaï, tout le monde croit que je suis pépouse, les pieds en éventail, alors que je suis chez moi dans mon appartement à travailler et tout. Mais c'est ce que je kiffe aussi, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que non, ça m'a enlevé beaucoup de charge mentale de faire confiance à mes équipes. Et justement, comment toi, tu fais pour les faire monter en compétences ou même humainement aujourd'hui ? Alors, il y a plusieurs choses, notamment le fait que les managers puissent communiquer facilement entre eux. Pour moi, c'est important puisque c'est parce que le manager d'un pôle n'a pas la solution à son problème que les autres ne l'ont pas. Et ce qui est bien, c'est que le cerveau collectif, il fonctionne vraiment bien. C'est que les autres, ils vont avoir des solutions pour lui puisqu'ils vont avoir un regard extérieur à la chose. Souvent, moi, ce que je remarque, c'est que quand on est face nous-mêmes à nos problèmes, on a du mal à prendre les décisions. Par contre, quand on regarde l'autre, qui a un problème similaire, on va savoir justement lui donner les solutions alors que pour soi, on ne sait pas. Donc, c'est vraiment marrant parce qu'on a toujours plus du mal à juger notre propre business. Et c'est pareil avec les managers, c'est qu'un manager dans un pôle, il y aura toujours plus de mal à s'auto-juger, tu vois, à la longue, alors que les autres vont pouvoir lui dire « Attends, là, c'est pas bon, parce que voici comment bien faire ». Et on pourra du coup faire un vote et en faisant un vote, du coup, la personne, elle va être sûre que si on a tous voté pour cette solution-là, c'est que ça paraît plus logique pour tout le monde. Donc, let's go. Ok, trop cool. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, c'est quelque chose que j'ai mis en place il n'y a pas longtemps aussi, connecter tous mes responsables. Alors qu'avant, ils avaient chacun leur truc séparé, ils ne se parlaient jamais ensemble. Et depuis qu'on a fait un team building, j'ai vu la dynamique des équipes totalement changer parce qu'ils étaient trop contents d'être connectés, de pouvoir s'entraider, parler justement d'un peu de tout parce que quand ils avaient trop la tête dans le guidon, ils n'arrivaient pas à justement trouver des solutions au final. Et là, je t'ai demandé pour les collaborateurs et du coup les gens qui bossent avec toi. Et je me demande, toi, comment est-ce que tu as fait pour justement monter en compétence sur l'investissement, gérer une boîte, lancer ton e-com, lancer aujourd'hui tes centres de formation.
Est-ce que tu t'investis dans des coachings? Est-ce que tu investis dans des livres ou dans des... Enfin, je pense que le Web to Connect, ça t'a aussi beaucoup aidé à évoluer et aujourd'hui, tu aides aussi les gens à évoluer dans ce sens-là. Et du coup, je me demandais comment tu te formais au quotidien. Ouais, du coup, je lis pas mal de livres. Ok. Moi, j'adore lire. Du coup, tout ce que je peux lire les week-ends, j'en profite. La semaine, pas trop. Je me concentre plus dessus les week-ends. Je regarde des vidéos aux États-Unis. Tu vois, ils sont un peu plus, je trouve, ouverts justement à l'entrepreneuriat et le step du dessus que la France encore. Bien qu'on a des super bons entrepreneurs en France, hein, je crache pas dessus, mais en tout cas, il y a le step d'après qui est là-bas. À côté, ouais, on prend des coachings, des masterminds. Dès qu'on voit que quelqu'un en fait est meilleur que nous dans un domaine, s'il propose un mastermind ou un coaching, on va aller le prendre si on en a le besoin. Si on n'a pas le besoin à l'instant T, forcément, ça ne sert à rien d'y aller. Mais dès que tu as un besoin de quelque chose et que tu sais que tu en es sûr que la personne elle a déjà fait le chemin une fois, même plusieurs fois, let's go. En fait, l'argent que tu vas dépenser, tu vas le regagner en temps et en argent par la suite, c'est sûr. Et à côté de ça, le réseautage. Le réseautage, c'est super important. Donc, on a un réseau d'entrepreneurs en France et aussi à Dubaï qui est très important. Même aux États-Unis, moi, ça faisait plusieurs années que j'avais mes marques e-commerce et j'ai lancé mon centre de formation après que l'un des meilleurs amis d'Aurélien, Alexandre Cormon, qui arrêtait pas de nous dire allez les gars, quand est-ce que vous aidez les autres aussi à se lancer, etc. Et en fait, au départ, on se dit mais on est qui nous pour aider les autres en fait Et en fait, on se disait qu'on avait un peu le syndrome de l'imposteur en se disant ouais, on peut les aider, mais pourquoi? Est-ce que ça serait pas mieux un autre? Voilà, moi je suis pas dans la chose où je vais apprendre aux autres à faire quelque chose que j'ai jamais fait. Je préfère toujours le faire en premier et d'apprendre ensuite à le faire aux autres. Mais je sais qu'il y a beaucoup de formateurs qui apprennent des choses qu'ils n'ont jamais fait eux-mêmes. Ouais, j'en discutais hier, tu vois, et je me disais, mais aujourd'hui, il y a tellement de formats... Enfin, j'ai l'impression que tout le monde veut se lancer dans l'infoproduit parce que, oui, c'est un business model qui est, je pense, accessible et où tu peux te lancer en tant que solopreneur et évoluer. Mais je me suis rendu compte que la plupart des formateurs, ils forment à quelque chose qu'eux-mêmes, ils n'ont jamais fait. Et c'est en fait en vendant un résultat qu'eux vont réussir à évoluer vers ce résultat-là. Et après, je trouve qu'il y a trop tordu, des dérives ou quoi. Et je me dis, mais concrètement, aujourd'hui, sur ce marché-là, il y a quasiment personne qui forme à quelque chose que lui a déjà fait. Et tu vois, même je vois là, il y a plein de mecs qui se lancent sur Instagram en mode ouais, je vais documenter ma vie d'entrepreneur, etc. Et ils vendent déjà quelque chose. Il y en a, ils vendent des programmes pour lancer des business alors qu'ils n'ont jamais eux-mêmes lancé de business. Et des fois, tu vois, je me dis, mais comment c'est possible de se dire que tu vas vendre quelque chose que toi, tu n'as pas réussi? Et il y a très peu d'infopreneurs aujourd'hui qui sont passés par là, qui ont appris des choses, qui ont fait peut-être plein d'erreurs, qui ont eu plein de choses qui leur arrivaient, etc. Ils ont construit quelque chose de solide. Et moi, tu vois, je le vois, j'étais community manager, j'ai lancé ma formation pour être community manager. Toi, pareil, tu as fait du e-com et je pense que tu es passé par plein de choses et c'est ça qui t'a fait évoluer. Aujourd'hui, tu transmets un vrai savoir parce que tu es passé par tous les points que tes élèves pourraient avoir et même tu peux les faire encore plus évoluer. Mais c'est vrai que je me rends compte que sur le marché, les gens qui m'entourent, en tout cas qui m'entourent sur les réseaux sociaux, que je vois de près ou de loin, ils n'ont pas fait ce chemin-là de passer par après, ce qu'ils vendent. Ouais, ce qui est dingue. Après, s'ils ont les bons résultats avec les élèves, c'est OK. Mais après, moi, par rapport à mon alignement à moi, je pourrais jamais vendre quelque chose que j'ai pas fait et que je suis sûre que je vais... il faut que moi, je l'ai déjà fait et que je suis sûre que je vais pouvoir les aider. Parce que sinon, en fait, j'ai une conscience, en fait. C'est chelou, tu vois. Non, du coup, ouais, je préfère toujours... aider les gens dans quelque chose que j'ai déjà excellé. Et tant qu'à faire plusieurs fois, c'est mieux. Comme ça, au moins, je suis sûre de pouvoir leur apporter quelque chose et qu'ils aient du résultat. Mais tu vois, j'étais en train de me dire, moi aussi, comme toi, j'ai eu plein de croyances. Au début, je me suis dit, mais je peux pas lancer ça, c'est aux écoles de commerce à faire ça. Je vais pas distribuer de vrais diplômes scolaires. Enfin, tu vois, je me disais, j'ai pas 4 murs dans lesquels je vais construire une école, j'ai pas les compétences de gérer ça, etc. Je me dis, au final, moi, je voudrais bien avoir le mindset de ces gens qui lancent des trucs, alors que moi, j'ai galéré avant de justement me dire, vas-y,
Juju, let's go. Et au final, je suis trop contente de l'avoir fait. Et tu vois, c'est ce qu'on disait au début de l'épisode. Faut le faire et petit à petit, tu t'améliores et petit à petit, tu arrives à construire les briques, etc. C'est ça. Juste le faire. Enfin, le faire au moins un minimum de fois avant de pouvoir aider les gens à en faire de même. Parce que les aider à faire quelque chose que tu n'as jamais fait, c'est what the fuck, en fait. Pour moi, c'est pas éthique, personnellement. Ah oui, moi, je suis d'accord. Mais vraiment, tu sais que hier, j'en ai parlé avec mon copain, on se disait, mais il y a trop peu de personnes qui ont réussi à faire la chose et qui vendent vraiment ce qu'ils ont réussi à apprendre. Et après, je trouve ça bien d'un côté parce que ça permet aussi d'ouvrir la porte à certaines personnes qui veulent se lancer mais qui n'osaient pas. Mais d'un côté, je vois aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « Oh bah non, les formations, c'est de l'arnaque, etc. » Et moi, j'ai l'impression que je mets tellement de cœur dans ma formation, tellement d'amour et tout, que je me dis « Mais pourquoi il y a des gens comme ça qui arrivent à donner une mauvaise image au final de la formation en ligne ou les accompagnements ou le coaching, tu vois. » Ouais, moi, chaque formation que j'ai achetée, accompagnement, coaching, j'en ai toujours eu pour mon argent dans le sens où derrière, ça m'a apporté des compétences, des skills, ça m'a apporté des connaissances et j'ai pu les mettre en pratique et derrière, ça m'a rapporté. Donc en fait, moi, je trouve ça hyper bénéfique d'en acheter. Aux États-Unis, ils n'ont pas peur d'en acheter. Ils ont le cœur brisé, ils prennent un coaching love. Ils ont un bad mood, ils passent un appel avec un psychologue ou bien un coach de vie. Ils ont des coachs dans tous les domaines de vie. Et en fait, en France, pour moi, c'est que le début dans le sens où c'est en train de se démocratiser. Après, tu as toujours les gens qui vont dire « Ah non, c'est des charlatans, etc. » En fait, dans les autres pays, en Australie, aux États-Unis, même en Grande-Bretagne, ça cartonne parce que les gens, ils ont du résultat et ils n'hésitent pas dans tout leur domaine de vie à prendre des coachs pour connaître le succès ou le bonheur plus rapidement que de galérer tout seul de leur côté en train de pleurer tous les soirs parce qu'ils n'y arrivent pas, quoi. Mais c'est vrai que je vois un peu la diff, c'est que aux États-Unis, ils vendent tout, vraiment tout. Et les gens, comme tu le dis, ils investissent. Et en France, en fait, j'ai l'impression qu'on ne pense pas en fait à la finalité de ce qu'on va avoir à la fin du coaching, à la fin de l'accompagnement. On se dit, je vais perdre cet argent-là. Et je trouve que c'est pas le bon mindset parce qu'au final, tu mets de l'argent. Mais aujourd'hui, pour moi, l'argent, c'est une ressource qui te permet de gagner du temps, d'avancer plus vite et même de faire plus d'argent derrière. Enfin, au lieu d'acheter le dernier iPhone, tu achètes une formation, tu peux t'acheter autant d'iPhone que tu veux et tous les ans avoir le dernier, tu vois. Au lieu d'acheter 2 voitures, t'en revends une, t'en restes toujours une. De toute manière, tu peux en conduire qu'une à la fois. Voilà, tant qu'à faire. Et voilà, quand tu achètes quelque chose, un actif, pour moi, une formation, c'est un actif dans le sens où derrière, tu vas retrouver de l'argent et même plus encore que si tu achètes, comme tu l'as dit, un iPhone ou plusieurs voitures, enfin du passif. Si tu achètes du passif, il ne se passera rien derrière, tu auras un plaisir qui sera éphémère. Et du coup, je me demandais, est-ce que tu sais combien tu as investi sur toi depuis le tout début ? Je pense qu'il y a beaucoup d'argent. Ouais, en vrai, je sais même pas parce que chaque année, on va prendre soit un mastermind, soit on va prendre une formation ou plusieurs en fonction. En fait, c'est en fonction du besoin. Okay. Quand on n'a pas de problème, tout va bien. Hop, quand on voit que là, on sait que les collègues, ils font plus à cet endroit-là, sur ce pôle-là, bam, là, il nous faudrait une formation pour aller plus vite. On pourrait le mettre en place tout seul, mais ça prendrait des mois, voire peut-être 1 an ou 2. Si tu prends une formation, là, tu vas plus vite. Donc, en fait, moi, je lésine pas, mais après, j'ai pas de chiffres. C'est en fonction des années, en fonction des besoins. En fait, pour moi, j'achète pas une formation, j'achète une solution à un problème. Mais je pense que de toute manière, avec tout ce que tu as investi, ça t'a servi pour plein de choses. Et tu vois, c'était Sarah, qui est une amie qu'on a en commun. Elle m'a dit, eux, ils investissent énormément avec son copain parce qu'il y a toujours un mini-truc, ou même plus, mais elle sait qu'il va y avoir au moins un mini-truc qui va être game changer dans son business, dans son mindset, et qu'au final, même si tu investis des fois des milliers d'euros, derrière, au final, ça te débloque tellement plus de choses, de skills ou d'argent qu'au final, c'est l'investissement à faire sur soi. C'est ça, ne serait-ce qu'une information qui va te permettre de gagner beaucoup plus. Il suffit juste d'une information, parfois d'un contact, et ça va tout seul, en fait.
ça va tout seul. Pour moi, aujourd'hui, quand tu achètes pour moi, les bonnes formations, les bons accompagnements, c'est impossible de ne pas avoir de retour sur investissement. Ah, mais je suis totalement d'accord. Moi, justement, j'ai ce truc où j'ai pas énormément investi sur moi. Peut-être parce que j'ai investi, j'ai payé, mes parents ont payé beaucoup d'argent pour mes études. Et quand je me suis lancée, j'ai pris un premier coaching qui m'a coûté très très cher, à mes yeux. En fait, j'ai donné toutes mes économies dans ce coaching qui m'avait coûté 10 000 €. Je connaissais pas du tout le monde du coaching, de l'infoprenariat, etc. Mais je savais que si je payais ces 10 000 € là, j'allais faire au moins 10 000 € par mois. Dans ma tête, je m'étais dit, mais le calcul, il est bon. Si je me donne à fond, je vais rembourser ce que j'ai dépensé en peut-être 2-3 mois et ce sera ce que je gagnerai toute ma vie. Donc, au final, c'est trop bien comme investissement. Et au final, je me suis fait arnaquer, donc c'était pas ma première très bonne expérience et j'ai mis longtemps avant d'investir. Et là, justement, depuis fin d'année dernière, j'ai investi énormément pour mes équipes surtout. Et pour moi. Et d'ailleurs, c'est ça que je me suis dit quand tu parlais, je me suis dit, il fallait que je te pose cette question-là. Tu as dit que tu lisais. Moi, je ne lis absolument pas du tout. Et on me demande tout le temps, genre, les livres que je recommande. Et je suis tout le temps en train de dire, non, désolée, je lis pas. Est-ce que tu aurais 2 livres à nous recommander pour une personne qui veut débuter dans le e-commerce ou dans l'entrepreneuriat, ou peut-être pour avoir ce déclic, ou pour avoir aussi des compétences? Ouais, alors pour moi, le b.a.-ba à la base... Déjà, Père riche, Père pauvre. Donc, je l'ai lu. C'est un des seuls livres que j'ai lu, genre jusqu'au bout. Mais vraiment, j'ai pas lu beaucoup de livres. Je crois que j'en ai lu 2-3. Mais... Ouais, il est super parce qu'il apprend vraiment, du coup, ce qui est un actif et ce qui est un passif de manière simple. La personne qui a écrit ce livre, en fait, elle s'y connaît superbement bien en économie, etc. Mais du coup, elle parle avec ses mots à lui. Elle se met dans le rôle d'un petit garçon. Donc, en vrai, c'est hyper simple à lire. Et derrière... On apprend mais tellement de choses. Donc, en fait, voilà, il t'apprend... si tu achètes ta maison que tu loues pour toi, il te dit c'est un passif. Parce que c'est pas de l'argent que tu mets dans ta poche. Par contre, si tu achètes une autre maison et qu'il y a un locataire qui te rembourse le loyer plus qui te donne de la plus-value, c'est un actif parce que ça met de l'argent dans ta poche. Donc, ce livre-là et aussi, je dirais, le Miracle Morning. Ok, je l'ai lu aussi, mais alors il y a longtemps. Ouais, c'est un livre que je relis régulièrement, en vrai. Ah ouais? Ouais, parce qu'en fait, il apprend le fait, Miracle Morning, il y a des années, je le fais régulièrement. Il y a des années, je préfère faire peut-être le Miracle Night, tu vois, je le varie à ma sauce. Mais en tout cas, c'est le fait que tu peux exceller dans n'importe quel domaine à condition que tu vas si tu veux faire du sport, de faire un marathon, si tu t'entraînes pendant X semaines, tu vas pouvoir être apte à faire ton marathon. Tu vois, il explique ce genre de choses en mettant en place une routine matinale. Après, tu peux aussi bien faire une routine de nuit, de soir, de midi, ce que tu veux, pour justement te sentir mieux. En fait, il dit qu'il y a quasiment personne qui prend du temps pour soi. C'est-à-dire méditer, lire, faire ce que tu veux. Si c'est pas méditer, si c'est pas lire, si c'est autre chose, autre chose. Mais au moins prendre du temps pour toi dans la journée. Tu vois, moi, ce que j'ai retenu de ce livre-là, c'était qu'il fallait se lever tôt. Et le plus tôt possible pour réussir à faire toutes ces habitudes. Et justement, j'allais te dire, mais moi, je pense pas que je matche avec ce livre-là, parce que pour moi, j'ai trop besoin de pas mettre de réveil. Vraiment, c'est mon truc à moi, c'est que j'ai pas besoin de mettre de réveil, et je veux pas en mettre. Et ça veut pas dire que je me lève tard, je me lève à des fois 7h30, des fois à 8h. Vraiment, entre 7h et 9h, c'est l'heure à laquelle je me réveille. Mais justement, ça fait écho à ce que tu dis, où pour moi, c'est le pouvoir des habitudes et de la routine qui t'aide à justement évoluer. Et j'en parlais dans un épisode de podcast il n'y a pas longtemps, c'est que je me suis remis au journaling et ça me fait énormément de bien. Je privilégie énormément le temps que je vais passer avec moi tu vois, moi je médite pas, j'aimerais bien méditer. Mais juste de me dire, là, je me challenge à lire un peu de pages. Genre, tous les jours, je me dis, vas-y, lis 1 ou 2 pages. En fait, c'est plein de petites habitudes que je me mets. Aller au sport, faire des choses qui me font du bien, aller marcher. Et toutes ces petites habitudes-là, au final, maintenant, elles sont ancrées dans mon quotidien. Et tu vois, il n'y a pas longtemps, j'étais vraiment dans un rush où c'était mon business. Et je me suis dit, ok, là, on ne peut pas continuer comme ça parce que j'allais droit dans littéralement un mur. J'étais pas du tout bien. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux aller mieux ? Tout simplement en
remettant mes habitudes en place et en me priorisant moi. Toi aussi, tu as ce truc où je vois là, tu fais que aller courir ou bouger tout le temps. Et comment tu trouves le temps justement dans ta journée pour faire ces choses-là? Et qu'est-ce que tu mets en place pour toi en tant que personne et te faire du bien? Moi, j'aime bien, comme tu as dit, courir ou marcher. Donc, les jours où j'ai assez de force pour courir, je vais aller courir entre 5 et 10 km au soir après la journée de travail. Ok, et après la journée? Ouais, après la journée, parce que je prends plus facilement le temps pour moi en fin de journée. Donc après, chacun son rythme. Ouais. Et après, si j'ai la grosse flemme, je me dis just do it, un peu le slogan de Nike. C'est juste faire. Avant, je me disais 10 000 pas, mais ça représentait du temps. Du coup, je l'ai descendu à 8 000 pas. Mais Laura, est-ce qu'on en parle que la dernière fois qu'on a été marcher toutes les deux, on a fait 20 000 pas? C'est ouf. Je suis revenue, j'avais trop mal aux jambes. Je me suis dit, oh là là, on n'a pas voté, mais on a beaucoup marché quand même. De ouf. Ça avait fait trop rire. Quand on va marcher tout seul, justement, 8 000 pas, on se dit c'est suffisant parce que t'es tout seul avec toi-même, ou bien moi j'ai mon casque. Mais avec une personne, c'est plus simple parce que t'arrives à 20 000 pas, t'as pas vu le temps passer. De ouf, c'est vrai. Mais tu vois, ça c'est un truc que je me suis dit. Moi, ce qui est important pour moi, c'est de garder mon sport, de garder mon activité physique, mais en même temps sociabiliser. Et là, je me suis dit, dès que je voudrais voir quelqu'un, faut que ce soit une activité autre que manger. Et genre aller faire une séance, aller marcher, enfin tu vois ces trucs-là, parce qu'au final on a tous besoin d'avoir une activité physique et de lier des liens. Et c'est vrai que nous, quand on avait été marcher, ça collait parfaitement. Et je veux juste rebondir par rapport à ce que tu disais, qui était que toi, ta routine, c'était le soir. Et je sais qu'il y en a, c'est le matin. Et je pense qu'il faut apprendre à se connaître soi et savoir là où on a le plus d'énergie. Moi, je sais que j'ai plus d'énergie le matin, alors qu'avant, je pensais que c'était le soir. Et du coup, je donnais tout le soir, mais je rentrais, j'étais au bout de ma vie et j'arrivais pas. Et maintenant, je sais que mes séances de sport ou mes séances de focus, c'est toujours en fait en matinée. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur ou en tant que personne, c'est primordial de se connaître, savoir quand on a le plus d'énergie. Et tu vois, même là, j'ai commencé même avec la nourriture, de me dire, quand je mange tel ou tel type de nourriture, est-ce que j'ai un pic d'énergie ou est-ce que j'ai un down d'énergie? Est-ce que je me sens plus ballonnée? Alors que c'est des trucs que, tu sais, moi, j'étais en mode pump it up, je fais ma vie, vas-y, c'est bon de manger tel ou tel aliment parce que je kiffe ça. Et au final, je me suis rendu compte que il y avait tout un truc et de me connaître moi, ça me permettait d'être plus productive dans tous les aspects de ma vie. Je te rejoins complètement, là-dessus. Après, moi, j'essaye de pas trop me prendre la tête, mais de manger le plus équilibré possible. Après, j'entends que il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui listent les choses qu'ils mangent. Là, on va totalement changer de sujet parce que je sais que tu travailles du coup avec ton chéri Aurélien. Et ça ne te dérange pas de nous parler de ça, mais tu vois, comment vous arrivez à travailler ensemble et est-ce que justement, tu arrives à avoir ta place, tu vois, par rapport à tes équipes dans les projets que vous avez en commun? Est-ce que c'est pas trop lui qui prend de la place parce que c'est l'homme? Ou tu vois, ce genre de trucs-là. Et comment vous arrivez à avoir cette bonne balance saine? Est-ce que lui, il a peut-être plus un domaine de prédilection et toi aussi? Et enfin, parce que moi, je sais que en tant que femme, tu vois, l'année dernière avec mon ex, c'était souvent j'étais son assistante, j'étais sa plante verte, j'étais tu vois la personne qui était là, la copine d'eux. Et justement, je me demandais si toi ça t'était arrivé. Heureusement, on est tous les deux leaders là-dedans. Dans le sens où lui, quand il y a des projets ou bien quand on a des projets en commun, lui, c'est clair qu'il sait s'imposer, il est leader. Mais après, je veux dire, à chaque fois qu'il y a eu, quelqu'un qui a voulu s'imposer par rapport à l'autre, on ne peut pas s'imposer par rapport à l'autre parce que ça fait des flammes. Ok. Ah, vous avez tous les deux genre une personnalité qui fait que... On a une personnalité très forte et il n'y a personne qui va céder à l'autre. Donc en fait, on est obligé de trouver un truc, une décision finale, un résultat, parce qu'il n'y a personne qui va céder. Après, ce qu'on a fait dernièrement, c'est que chacun a ses entreprises à gérer. Si tu peux demander conseil à l'autre sur ce qu'on a chacun, nos domaines de prédilection, lui, il a ses qualités, moi, j'ai les miennes, et sur d'autres choses, tu vois, je suis moins bonne, lui, il est moins bon sur d'autres choses. Voilà, sur chacun ses entreprises, on peut se demander conseil. Mais en gros, aujourd'hui, tout est bien scindé.
Et là-dessus, tu vois, on se marche pas, entre guillemets, sur les plates-bandes. On a chacun notre terrain de jeu. Et amusons-nous. Ok, trop bien. Parce que tu vois, je sais plus avec qui je parlais, mais je parlais avec une entrepreneuse. Elle me disait que par exemple, elle, bah, tout le monde allait toujours, elle était associée à un homme et tout le monde s'adressait au mec et jamais à elle. Parce que personne l'estimait telle qu'elle, tu vois. Et du coup, je trouve ça trop bien que vous ayez scindé vos trucs, que du coup, toi, tu prennes ta place. Parce que moi, je pense que j'ai cette tendance à m'effacer naturellement. Et justement, Enfin, là, j'ai pris plus confiance en moi et j'ai énormément travaillé dessus. Mais je me suis dit, c'est peut-être parce que j'ai cette habitude de m'effacer qu'au final, les gens m'estiment pas à la hauteur de qui je suis, tu vois. Ouais. Avant, tu vois, on était dans les mêmes entreprises. Après, on arrivait tous les deux à prendre notre place, hein. Les gens venaient autant vers lui que vers moi dans les collaborateurs. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'il y a certains moments, ouais, il a déjà pu justement prendre sa place. Mais en fait, je pense que c'est à nous de décider que c'est pas possible. Ouais, mais tu vois, je suis d'accord avec toi et je pense que, bon, moi, j'ai été dans des situations où même si je voulais briller, on me laissait pas briller. Mais je pense qu'il y a beaucoup de situations où c'était moi qui, du coup, me mettais en retrait et en fait, j'osais pas montrer, justement. Et est-ce que tu as des conseils? Bon, je pense pour moi, surtout, j'en profite de te poser les conseils là, mais justement pour briller, te mettre en avant. Genre, est-ce qu'il y a... Enfin, qu'est-ce qui a fait que t'as... Enfin, est-ce que tu l'as peut-être toujours fait ou est-ce que tu as travaillé dessus? Je pense que c'est une grosse partie de confiance en soi. Ouais, je Mais pense. J'en ai pris conscience seulement que dernièrement, tu vois. Après, j'ai toujours trouvé ma place, mais dans certaines situations qui sont quelques-unes où lui, il se montrait plus que moi. Pour moi, ça n'a rien à voir avec lui. C'est juste, c'est à moi de me montrer plus que lui. C'est tout. Ça, lui, il fait sa life en fait. C'est à moi de faire la mienne. Et quand t'en prends conscience, ben la seule question est à te poser, c'est comment faire pour que toi, tu trouves ta place. Quelle est la solution? Pour finir, je pense que, enfin, peut-être pas tous les hommes, mais je pense que la plupart des hommes, ils prennent de la place, ils le font pas exprès. ouais. Donc après, c'est à toi de voir comment tu peux faire. Est-ce que tu peux faire ton truc de ton côté? Est-ce que tu peux échanger avec lui? Je pense qu'il faut juste être orienté solution. Dans 99% des cas, je pense que les gens qu'il n'y a pas meurtre d'homme, en fait, il n'y a pas de conflit. C'est juste à soi de se poser la réflexion de comment faire pour justement trouver sa place et briller, entre guillemets, pour ne pas que quelqu'un nous écrase, quoi. Ok, mais trop bien. En final, ouais, c'est vraiment communiquer et prendre un petit peu de perspective et se rendre compte que bah, c'est nous, tu vois. Et justement, je me demandais, comme aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est un milieu assez masculin, est-ce que tu le ressens à ce niveau-là? Parce que j'ai l'impression qu'avec Aurélien, au contraire, c'est hyper sain et vous communiquez beaucoup par rapport à ça et toi, tu as pris ta place. Mais par rapport tu vois, à l'environnement dans lequel tu évolues, est-ce que justement, tu t'es pas dit, je dois me prouver 10 fois plus que je dois être à cette place-là? Ou au final, pareil, tu as des potes super sains? Moi, pas du tout. C'est vrai que c'est beaucoup plus masculin, ça c'est clair. Et je pense que c'est les femmes. Pour moi, c'est pas les hommes qui disent c'est les femmes qui n'ont pas leur place. Je pense pas qu'ils font une réunion et qu'ils se disent ça, tu vois. Je pense juste que c'est les femmes qui réfléchissent trop avant de passer à l'action et qui n'osent pas briller. Donc, avec Aurélien, c'est hyper sain. On parle de tout, de rien, on se prend pas la tête. Chacun a sa place, chacun est leader à sa manière, tu vois. Et là-dessus, bah voilà, si j'ai envie de faire un truc, je le fais. Si j'ai envie de faire un truc, il le fait. Tu vois, on est deux personnes complètement distinctes, on est libre et on fait chacun ce qu'on veut. Et je pense que les femmes devraient plus, dès qu'elles ont envie de quelque chose, elle devrait du coup passer à l'action plus facilement sans penser à ah mais si je tombe ici, si j'échoue, si machin. Avec des si on refait le monde. Donc en vrai, vaut mieux avancer que avoir des regrets plus tard. Ok, j'adore ce que tu viens de dire et en fait je suis en train de me rendre compte que pendant tout le podcast tu nous sors à chaque fois des belles citations qui sont genre je trouve niveau mindset hyper impactantes et c'est vrai que bah moi je le vois avant d'avoir eu mon gros déclic je me disais toujours et si qu'est-ce qu'on va penser de moi et si j'échouais comment je vais faire, enfin j'ai pas confiance en moi, etc. Et c'est vrai qu'au final, j'ai bloqué cette petite voix du et si, et je me suis juste lancée. Et il y a pas longtemps, j'avais commencé, j'ai acheté mon premier bien IMO,
Et pareil, j'avais tous ces et si, je me disais mais non, il y a beaucoup d'argent, et si ça marche pas, et si je perds des sous, et si machin, mais j'y connais rien, et si on m'arnaque. Et au final, je me suis dit, dans chaque projet de ta vie, tu as juste enlevé cette petite voix et t'as foncé, et ça s'est bien marché, enfin ça a bien marché, bah là tu vas faire la même chose. Et c'est vrai que je pense que c'est peut-être c'est un petit peu un stéréotype, mais je pense qu'en tant que femme, on a du mal de prendre confiance en nous. Et justement, on est beaucoup bloqué par rapport à ça. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'au final, il faut le faire. Et c'est en faisant que tu prends confiance. Et dans tout, tu vois, dans l'entrepreneuriat, on évolue. Dans les sports aussi, c'est en pratiquant que... Tu peux pas courir un semi-marathon du jour au lendemain, il faut pratiquer. Et c'est vrai qu'il y a un peu ce truc de se dire, l'entrepreneuriat, c'est risqué, ça me fait peur, j'ai peur d'échouer. Des fois, il y en a qui ont peur de réussir. Enfin, tu vois, il y a tellement de peur autour de ça. Et je pense qu'il faut juste se lancer et voir si ça marche. Et que même si c'est pas la bonne voie, au final, tu as quand même développé ce mindset-là et tu vas trouver petit à petit la bonne voie. Il faut commencer par un moment, par quelque chose, quoi. J'ai terminé avec toutes les questions Il en reste une. Je t'ai posé tout ce que je voulais te poser. Je me demandais s'il y avait quelque chose que tu voulais rajouter avant que je te pose cette dernière question, s'il y avait quelque chose que tu voulais transmettre, peut-être, tu vois, d'une croyance, comment tu as réussi à la débloquer, ou un échec que tu as eu, qu'est-ce que ça t'a appris à l'audience qui nous écoute. C'est déjà quelque chose qui a été dit, mais je vais le ressouligner sur la fin. C'est fait vaut mieux que parfait. Sincèrement, si tu as envie de faire quelque chose, fais-le. Et tant pis si c'est écrasé au sol. Même si tu as 300 haters qui diront que c'est de la merde, en fait, on s'en tape. L'action paye toujours. Donc, fonce. Ok, mais j'ai l'impression que c'était un petit peu le fil rouge de tout cet épisode qui est vraiment ressorti. Donc, je suis très contente que tu le remettes comme ça en avant. Ma dernière question, c'est pour toi, c'est quoi une girl boss ? Une girl boss, c'est une femme qui n'a pas peur de ce qu'elle est, de ce qu'elle a envie et qui fonce. Trop cool. Simple, clair, net, précis. Merci à toi. On a terminé cet épisode. Merci à toi, Justine. Je suis trop contente de t'avoir reçue et je pense qu'on a abordé... Déjà, je suis trop contente. On a abordé exactement tout ce que je voulais dire. Apprendre de toi et pouvoir transmettre. Parce que c'est vrai que du coup, quand on avait marché, j'avais pu en apprendre plus sur toi et je me suis dit, mais il me faut Laura dans ce podcast. J'ai envie qu'elle nous partage tout ça. Donc, merci beaucoup. Je te laisse peut-être partager les réseaux sociaux où on peut te retrouver ou comment on peut te contacter ou même rejoindre ta formation. Je suis surtout en ce moment présente sur Instagram, donc c'est laura.mansouri. Donc voilà, tu peux me suivre là-dessus et si tu as des questions, tu peux aussi me DM. Voilà, on mettra tout de toute façon dans la description. Et merci à toi. Merci à toi, Justine. Cet épisode. C'est un plaisir.